que je pense que c'est important, notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire et sur un petit peu comment éviter d'en arriver là. Donc, ça va être très bref, hein, mais c'est déjà pour vous montrer qu'en ce moment, donc en 2020, on est sur une chute drastique, comme vous pouvez le voir, du niveau des faillites, donc des entreprises en difficulté, puisqu'on est à moins 30 ou 40% de faillites en 2020 par rapport à 2019. Si vous voulez, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas déclaré de cessation des paiements, qui n'ont pas fait face au tribunal en 2020 et qui, à un moment donné, vont devoir y faire face. Donc, le message, c'est soyez vigilants sur pas mal d'indicateurs parce qu'il y a pas mal de monde qui est passé sous le radar, comme ce graphique permet de l'illustrer. Si vous voulez, les chiffres de la faillite sont en général plus ou moins constants selon les périodes. Et là, on est vraiment sur une chute très importante. Donc, faut être vigilant. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas passées dans le tribunal, devant le tribunal, pardon, à ce sujet-là. Et l'idée, en fait, c'est prévenir plutôt que guérir quand je dis ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent pour les entreprises en difficulté et pour les entreprises qui connaissent un début de difficulté. Voilà, ils sont affichés à l'écran. Hein, c'est principalement tout ce qui va être les alertes. Ça peut être par le président du tribunal, hein, qui, après avoir pris connaissance de vos comptes sociaux, par exemple, peut vous convoquer un premier rendez-vous par un commissaire aux comptes si vous en avez un, ou un comité social et économique. Il y a tout ça. Il y a des autres outils qui s'offrent à vous sur votre démarche, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation, et qui vous permettent de renégocier un endettement, un contrat ou tout un tas de choses, des difficultés qui peuvent être passagères ou plus structurelles, avant d'être en cessation des paiements, ou alors lorsqu'on est en cessation des paiements depuis peu de temps. Mais on reviendra sur toutes ces notions, et notamment sur la cessation des paiements. Mais il faut savoir que vous pouvez saisir le tribunal en amont. Je vous montre ça, c'est vraiment pour votre culture et pour que vous sachiez que ça existe. Ce n'est pas l'objet principal de notre intervention, hein, le mandat ad hoc et la conciliation, mais c'est important de vous sensibiliser à l'existence de ces outils, puisque, comme je vous le dis, ça permet de renégocier votre endettement et vos difficultés dans un cadre protecteur, puisqu'en fait, il y a un tiers qui va être nommé par le tribunal, un tiers expérimenté, qui va être chargé de négocier avec vous vis-à-vis de vos créanciers ou de vos contractants sur les difficultés que vous pouvez avoir. Donc, c'est quelque chose qui est tout de même assez intéressant quand on subit des difficultés. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte du tribunal de commerce, à vous renseigner auprès de votre avocat ou de votre comptable pour voir ce qu'il en est. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les procédures de prévention, donc celles que je viens d'évoquer, le mandat ad hoc et la conciliation, majoritairement, en fait, ça se conclut par un accord entre créanciers et débiteurs, donc dans 70-75% des cas, donc ça marche. Alors que quand on ouvre une procédure collective, dans 70% des cas, comme vous le voyez, ça termine en liquidation judiciaire. Donc l'issue est généralement fatale pour l'entreprise une fois que la procédure est ouverte. Donc c'est la difficulté, c'est qu'il faut y penser avant et anticiper ces difficultés et essayer de saisir le tribunal avant. Parce que même quand on arrête un plan, hein, on voit que 70% des plans de redressement ou de sauvegarde qui peuvent être arrêtés pour une entreprise termine en liquidation judiciaire. Donc, l'issue de la procédure collective, bien souvent, malheureusement, c'est la liquidation judiciaire. Et pourquoi, encore une fois, je vous parle de tout ça? Puisque ces dispositifs dont je viens de vous parler, mandat ad hoc et conciliation, c'est trop peu utilisé, finalement, par les petites entreprises, puisque les petites entreprises, on va dire moins de 18 salariés, c'est 95% des entreprises en France. Et en revanche, c'est que 50% des procédures préventives, donc mandat ad hoc et conciliation. En fait, elles passent le plus souvent directement en procédure collective, faute d'avoir anticipé. C'est donc ça la difficulté principale, c'est l'anticipation. C'est vraiment anticiper, 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 si je peux insister là-dessus. Et maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, au vif du sujet. Hein. Qu'est-ce qui se passe une fois que le tribunal est saisi? Comment se déroulent les procédures? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les termes? Quelles sont les procédures? Et je vais laisser la parole à ma consoeur Valentine.
Alors, quand le tribunal est saisi, alors vous avez trois procédures en fait, plus une dont je parlerai tout à l'heure. Vous avez la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire. Il faut peut-être que dans votre situation, ce qui vous intéresse, c'est essentiellement le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire parce qu'en sauvegarde, c'est le débiteur, c'est-à-dire l'entreprise en difficulté qui saisit elle-même le tribunal. Donc, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire peuvent être demandés et à la fois donc, par l'entreprise en difficulté, mais également par l'un de ses créanciers ou le ministère public, c'est-à-dire le parquet. Les critères pour demander un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, c'est être en état de cessation des paiements. Et donc ça, mon confrère vous expliquera ce que c'est que cette notion d'état de cessation des paiements. Pour obtenir un redressement judiciaire, il faut avoir la capacité à assumer ses obligations financières. Voilà. Et oui, on ne s'est pas mis d'accord, mais Jérôme, c'est vous qui Oui, je vais dérouler les slides si ça vous va. dérouler les slides. Voilà. Donc, capacité à assumer les obligations financières en période d'observation, continuité d'activité possible dans le cadre d'un plan de continuation. Donc, vraiment, le redressement judiciaire, il faut le demander quand on pense qu'on va pouvoir continuer son activité. Et la liquidation judiciaire, c'est lorsque, à l'inverse, on pense qu'on ne pourra pas se redresser, on ne pourra pas poursuivre l'activité. Et donc, on demande à ce moment-là une liquidation judiciaire directe. Donc, un petit schéma simplifié des procédures collectives et de leur issue. Donc, ça vous explique ce que je viens de vous exposer préalablement. Donc, vous voyez la sauvegarde quand on n'est pas en état de cessation des paiements. Vous présentez un plan de sauvegarde. Et donc, il s'agit de réorganiser l'entreprise, tant dans son fonctionnement que sur le plan de ses dettes. Donc, on va pouvoir demander un étalement des dettes pour pouvoir les rembourser. Et c'est un étalement des dettes qui n'est pas assorti d'intérêt. Donc, vous n'avez pas d'intérêt à payer aux créanciers autre que des contrats dans lesquels il y a des intérêts qui ont été prévus, comme par exemple les contrats de prêt. Donc, on a tendance à dire que ces plans d'étalement, c'est un peu un prêt à taux zéro. En absence de plan de sauvegarde, parce que ça peut arriver, et bien à ce moment-là, on va envisager un plan de cession partielle de l'entreprise, parce que ça peut aussi être une façon de se sortir des difficultés, de céder en partie son entreprise à quelqu'un qui aura peut-être plus de facilité à redresser cette branche d'activité et puis conserver celle qui est vraiment le cœur de métier et qui vous paraît être en mesure d'être redressée par vos propres efforts. Alors, redressement judiciaire, donc là, c'est un petit peu comme en sauvegarde, mais dans le redressement judiciaire, à la différence de la sauvegarde où on envisage une restructuration globale, on se concentre vraiment sur le redressement de l'entreprise. Alors, bien sûr, ça se ressemble, hein. On essaye de restructurer l'entreprise et de proposer, comme je le disais tout à l'heure, comme en sauvegarde, un plan d'appurement des dettes. Donc, voilà, c'est à l'entrepreneur de voir ce qu'il peut proposer. Le plan d'appurement des dettes, il s'agit avec le résultat de son exploitation, bien évidemment, de dégager de quoi rembourser très régulièrement son passif. Et la durée d'un plan de redressement, que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ne peut pas excéder 10 ans. Alors 10 ans, c'est quand même très long et on peut faire beaucoup de choses en 10 ans. Et il faut savoir qu'on n'est pas obligé de proposer de rembourser 1/10 par an du passif. On peut faire un remboursement progressif, on peut proposer 5% minimum la première année, 10% l'année suivante. Vraiment, on a beaucoup de latitude, c'est assez souple dans ce qu'on peut proposer. Si le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible à l'issue d'une période qui s'appelle la période d'observation que je définirai aussi tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, on envisage un plan de cession qui peut être alors partiel comme en sauvegarde, mais qui peut être également total, c'est-à-dire qu'on cède l'intégralité de l'entreprise. Et s'il n'y a pas de redressement possible et qu'il n'y a pas d'offre pour acheter l'entreprise, eh bien dans ce cas-là, on va en liquidation judiciaire. Et en liquidation judiciaire, on peut faire un plan de cession, mais dans des conditions plus dégradées
qu'en redressement judiciaire, où on envisage des cessions d'actifs isolés. Et là, c'est ce qu'on peut appeler de manière assez commune une vente à la découpe. C'est-à-dire qu'on va vendre des meubles par-ci, un fonds de commerce là, une licence 4 là, si on est en matière de débit de boisson. Voilà. Alors, un rappel terminologique. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise en difficulté? Alors, l'entreprise en difficulté peut regrouper plusieurs types de situations. Donc, vous avez des entreprises qui procèdent à des ajustements, des réorganisations, des restructurations sociales. Vous avez des entreprises qui procèdent à des restructurations financières, ça c'est les types de restructuration de gré à gré. Et puis, donc des entreprises qui passent par le traitement judiciaire des difficultés, et c'est ce qui nous concerne essentiellement aujourd'hui, puisque lorsque le tribunal est saisi, on est sur un traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise. Alors, quelques exemples de situations d'entreprise en difficulté. Vous avez la gêne momentanée de trésorerie, et je laisserai Jérôme expliquer plus avant cette notion. Vous avez aussi les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social, et normalement, c'est une obligation dans la plupart des types de sociétés de les reconstituer. Donc, s'il n'est pas possible de les reconstituer, eh bien, à ce moment-là, la difficulté est avérée. Vous avez des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles. Difficultés juridiques, ça peut être un procès qui va être perdu. Économique et financière, on voit déjà plus ce que ça peut être. Des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, donc une alerte des associés et des commissaires aux comptes, comme ce que vous disait Jérôme. Des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, donc alerte du représentant du personnel, ça peut être des difficultés avec le personnel. Et puis, impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Et là, il y a de très longs développements à faire, et je laisserai, enfin long, pas trop long dans le cadre de cet atelier, mais je laisserai Jérôme vous expliquer ça de manière plus approfondie. Alors, on va sûrement utiliser des mots et des notions que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Donc, voilà, pour savoir de quoi on parle, quelques définitions. Vous entendrez très certainement souvent revenir ces notions. Donc, il faut connaître la période suspecte. Alors, la période suspecte, c'est la période qui est comprise entre la date de cessation des paiements d'une entreprise. On va venir sur la cessation des paiements. La période comprise entre la date de cessation des paiements d'entreprise, et cette date est fixée par le tribunal au moment de l'ouverture de la procédure, et la date d'ouverture de la procédure collective. C'est-à-dire que vous avez le jugement qui est prononcé à telle date, par exemple aujourd'hui 5 mai 2021, et le tribunal va dire, eh bien, cette entreprise est en état de cessation des paiements, par exemple, depuis le 1er janvier 2021. La période suspecte, c'est donc la période qui va du 1er janvier 2021 au 5 mai 2021. C'est une période importante puisque certains actes effectués pendant cette période peuvent, sous certaines conditions, être annulés, voire relevés du délit. Alors, la période suspecte ne doit pas être confondue avec une autre période qu'on appelle la période d'observation. Et retenez bien cette notion d'observation. La période d'observation, elle est comprise, alors toujours entre le jour du jugement d'ouverture de la procédure, mais cette fois, on se projette dans l'avenir, alors que la période suspecte est rétroactive, regarde le passé. La période d'observation regarde l'avenir, et c'est donc entre le jugement d'ouverture et le jugement qui décide de ce qu'on appelle la sortie de la procédure, c'est-à-dire le jugement qui va décider si c'est un plan de cession, un plan de continuation ou une liquidation judiciaire. Et elle s'appelle la période d'observation, la bien nommée, parce qu'on observe le comportement de l'activité. On voit si elle est capable de dégager des produits d'exploitation, si elle est capable de dégager ce qu'on appelle un dividende, c'est-à-dire un petit surplus, qui est celui qu'on va pouvoir affecter
au remboursement des créanciers, ou bien s'il y a des restructurations plus profondes à effectuer et si éventuellement on va partir sur un plan de cession ou si elle ne peut pas du tout se redresser et donc on partirait plutôt sur un plan sur une liquidation. Donc voilà, donc on observe pendant la période d'observation. La déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements, c'est un acte juridique, c'est une démarche par laquelle l'entrepreneur déclare au greffe du tribunal dont il relève la cessation de ses paiements, toujours cette notion que Jérôme définira, au fin de voir ouvrir à son égard une procédure collective. C'est synonyme de dépôt de bilan. On entend souvent dans les médias le terme de dépôt de bilan. Dépôt de bilan, déclaration de cessation des paiements, c'est la même chose. C'est un acte très matériel. C'est à la fois un acte juridique, mais c'est aussi un acte matériel. Il s'agit de remplir un formulaire, qu'on appelle d'ailleurs déclaration de cessation des paiements. On y joint notamment ces derniers bilans. Voilà pourquoi on dit dépôt de bilan. Et on va au greffe déposer cette déclaration avec un certain nombre de documents, de justificatifs, dont les bilans, pour dire, voilà l'état de mon entreprise, je demande l'ouverture d'une procédure collective. Procédure collective étant le terme générique pour la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Et enfin, la déclaration de créance. La déclaration de créance, c'est pareil, c'est un acte, donc à la fois un acte matériel, mais aussi un acte au sens juridique, par lequel le créancier, en tout cas tout créancier de l'entreprise, porte à la connaissance du mandataire judiciaire ou du liquidateur sa créance, donc tant dans son existence que dans son montant, ainsi que la sûreté dont elle est éventuellement assortie. C'est-à-dire que ce créancier a une obligation, à peine de ne pas pouvoir être remboursé pendant toute la durée du plan, de dire à la procédure, voilà, j'ai une créance, son existence, elle est de temps, son montant, et éventuellement, j'ai pris des garanties. Par exemple, j'ai pris un nantissement sur le fonds de commerce. Et tout ça doit être notifié dans cet acte qu'on appelle la déclaration de créance. Maintenant, je vais vous présenter les différents intervenants des procédures collectives. Il y en a quelques autres, mais je vous les mentionnerai juste pour mémoire. Mais les principaux. Donc, on a vu le tribunal. Bon, le tribunal, c'est lui qui ouvre la procédure et qui décide de la sortie de la procédure. Le juge commissaire. Le juge commissaire, c'est un juge très important qui va suivre le déroulement de la procédure. Il est désigné par le tribunal dès l'ouverture de la procédure. Il suit son déroulement, s'assure que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de difficultés. S'il y a des difficultés, on peut le rencontrer de manière formelle, de manière plus informelle, aller le voir. Donc, il essaye de fluidifier tout ça, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accroc. Et il a quelques compétences juridictionnelles. Ça veut dire qu'il peut rendre des décisions obligatoires, notamment en vérification du passif. Alors, terme technique pour dire que, en fait, il s'occupe des déclarations de créance. Si l'entreprise conteste une déclaration de créance en disant non, lui, il n'est pas créancier ou pas pour ce montant, c'est le juge commissaire qui tranche, ou les revendications, et ça je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça c'est quand il y a un bien qui n'appartient pas à l'entreprise mais qui est dans les mains de l'entreprise, et bien son vrai propriétaire va venir revendiquer ce bien, et donc s'il y a un litige, et bien c'est le juge commissaire qui tranche. Donc juge très important qui appartient au tribunal, c'est un juge du tribunal de commerce, mais il est spécialement formé et il est spécialement délégué pour assurer ce type de fonction. L'administrateur judiciaire, alors pareil, un intervenant dont on entend beaucoup parler, on s'en fait toute une idée. Alors, l'administrateur judiciaire, comme le mandataire judiciaire et le liquidateur, sont des professionnels. C'est un métier. Ils ont suivi des études pour cela, très spécifiques. Ils ont passé des examens très durs. Il y en a très peu qui sont reçus chaque année et ils sont inscrits sur une liste spécifique. Et c'est sur cette liste que le tribunal va les choisir. Donc, c'est des métiers différents. L'administrateur judiciaire est donc désigné par le tribunal dès l'ouverture de la procédure. Il assiste généralement, il peut avoir des fonctions un petit peu plus prononcées, il peut avoir plus de pouvoir, mais généralement, il assiste le dirigeant dans la gestion de l'entreprise. Donc, voilà, il s'assure que, pareil, tout se passe bien, il a un certain nombre
d'observation à faire valoir, il co-signe l'échec dans ce qu'il a cette mission-là, et il autorise certains actes, des actes qu'on considère comme ne relevant pas de la gestion courante de l'entreprise, comme par exemple introduire un gros procès, et puis il prépare l'issue de la procédure, donc c'est lui qui va faire ce qu'on appelle de son petit nom un BES, c'est un bilan économique, social et maintenant environnemental, mais on ne l'appelle pas le BSE parce que ce n'est pas très beau, donc on continue à l'appeler le BES, et donc ce bilan fait donc le bilan de l'entreprise, le bilan de la façon dont la procédure est en train de se dérouler et donne des indications sur le sentiment de l'administrateur sur l'issue de la procédure. Que va-t-on faire? Est-ce que voilà, c'est redressement, plutôt cession ou liquidation judiciaire? Le mandataire judiciaire, c'est la même chose que le liquidateur à des moments différents de la vie de la procédure collective. Donc, ce n'est pas le même métier que l'administrateur judiciaire, qui est plus un gestionnaire. Le mandataire judiciaire, lui, il est désigné par les tribunaux, donc toujours pareil, dans le jugement d'ouverture, et il représente l'intérêt collectif des créanciers. C'est-à-dire qu'il est chargé de recueillir les déclarations de créances, de les vérifier, c'est là où il prépare l'état du passif, et il prépare aussi le relevé des créances salariales, parce que les salariés sont des créanciers de l'entreprise, des créances de salaire et accessoires au salaire, mais ce sont des créanciers très particuliers puisqu'ils participent à la vie de l'entreprise, donc on leur donne une place particulière, et celui qui représente ces intérêts, c'est le mandataire judiciaire. Quand je dis il représente l'intérêt collectif des créanciers, attention, ça ne veut pas dire qu'il les représente contre le dirigeant, contre l'entreprise. Ça veut dire qu'il les représente en coordination avec le dirigeant. Et quand il y a un contentieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le juge commissaire qui tranche. Le liquidateur, même profession que le mandataire judiciaire, simplement, quand il y a une liquidation judiciaire, on l'appelle le liquidateur. Et sa fonction, c'est donc de réaliser l'actif, c'est-à-dire, je vous le disais tout à l'heure, de vendre, que ce soit globalement ou à la découpe, de préparer l'état du passif, ce que je viens de vous expliquer, et une fois qu'il sait qui sont les créanciers et ce qu'il a récupéré en vendant les actifs, eh bien, il répartit, tout simplement. Il a des sous à répartir entre différents créanciers et il s'occupe de ça. Le représentant des salariés représente les salariés de l'entreprise. Il est désigné parmi les salariés s'il n'y en a pas à l'ouverture de la procédure collective. Sinon, ce sont les organes représentatifs des salariés déjà existants qui font office de représentants des salariés. Et il vérifie le relevé des créances salariales établies par le mandataire judiciaire. Le commissaire-priseur, donc c'est la fonction de commissaire-priseur, comme on l'entend de manière classique. Simplement, en l'état, il ne vend pas tout de suite aux enchères. Il est désigné dans le jugement d'ouverture si l'entreprise a des actifs. S'il n'y a pas d'actifs, ce n'est pas nécessaire. Et il procède à l'inventaire des actifs. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, il établit un rapport, donc il dit, voilà, il y a ça, ça, ça et ça dans l'entreprise. Et il fait une évaluation de ces actifs pour le cas où on devrait les vendre. Vous avez des contrôleurs encore. Alors, les contrôleurs, en fait, ce sont des créanciers qui demandent à être désignés contrôleurs à la procédure collective. On en choisit 5 maximum. Il a un accès privilégié aux informations, c'est-à-dire que voilà, il peut demander plus de choses au mandataire et à l'administrateur judiciaire, notamment sur le passif. Et puis, il a certains pouvoirs, comme celui de demander le remplacement de l'administrateur, du mandataire ou du liquidateur s'il estime qu'il ne fait pas bien sa mission, ou de fournir des éléments complémentaires qu'il pourrait estimer détenir de manière privilégiée afin d'aider l'administrateur et le mandataire dans sa mission. Alors, il y a un intervenant que je n'ai pas évoqué, mais parce que pour moi, il ne fait pas partie à proprement parler de ceux qui s'occupent du redressement de l'entreprise, c'est le ministère public. Il faut savoir qu'une procédure collective, elle est suivie, alors selon l'intérêt de l'entreprise, plus ou moins de loin par le ministère public, c'est-à-dire par le parquet, le procureur, qui éventuellement peut se saisir et peut intervenir quand il estime qu'il y a un danger entre guillemets, pour la société ou qu'il y a une influence, une incidence très particulière de cette procédure-là pour la société qu'il représente. La société au sens social, contrat social, voilà. Alors, je vais passer la parole à Jérôme, qui va nous détailler de manière beaucoup plus précise ce que c'est que la notion de cessation des paiements. Merci Valentine. Oui, tout à fait. La cessation des paiements, c'est la notion cardinale pour les entreprises en difficulté. C'est ce qui fait que le tribunal, en général, est saisi du dossier d'une entreprise en difficulté. Il y a la sauvegarde, comme on l'a dit, mais la notion, c'est des difficultés insurmontables et on ne va pas l'évoquer ici.
Mais dès que vous êtes en redressement ou en liquidation judiciaire, vous êtes nécessairement en cessation des paiements. Et la cessation des paiements, donc c'est une notion qui est définie par le code, par le code de commerce. Là, je vous ai mis le petit texte qui l'a défini. C'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est comme ça qu'est appréciée la notion de cessation des paiements par le tribunal. Alors, il faut être vigilant sur ces deux notions, à savoir le passif exigible et l'actif disponible, puisque ce n'est pas une approche comptable qui est faite dans ce texte. C'est une approche juridique de la cessation des paiements. La cessation des paiements, en fait, elle est approchée comme une notion de trésorerie. C'est est-ce que l'entreprise peut ou ne peut pas payer aujourd'hui ce qu'elle doit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a suffisamment de sous dans la caisse finalement pour payer les dettes qui sont actuellement exigibles? C'est une notion différente finalement de la notion comptable d'insolvabilité, puisque une entreprise, elle peut être solvable au sens comptable en disposant par exemple d'importants actifs immobilisés. Je ne sais pas, vous avez des immeubles dans vos comptes. Vous êtes théoriquement en cessation des paiements, puisqu'on considère, selon cette notion, en fait, que si vous avez un immeuble ou une créance à recouvrer, encore une fois, que ce n'est pas un actif disponible. Vous ne l'avez pas à votre disponibilité immédiate, vous n'avez pas ça en trésorerie, vous ne pouvez pas régler votre dette avec tout de suite, vous êtes en cessation des paiements alors que vous êtes in fine capable de rembourser votre dette. Mais voilà comment est approchée la cessation des paiements selon le code de commerce. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, parce que la notion d'actif disponible, ce n'est pas les stocks ou les immobilisations ou des commandes à réaliser en fonction de devis assignés, c'est vraiment les disponibilités que vous allez avoir en caisse. Donc, il y a pas mal de solutions jurisprudentielles sur ce que c'est de l'actif disponible. Par exemple, ce n'est pas des créances à recouvrer ou, comme je vous ai dit, un immeuble, mais ça va être des concours bancaires que vous pourrez utiliser si besoin. Voilà ce que je peux vous dire sur cette notion-là, parce qu'il faut garder en tête que c'est vraiment une notion de trésorerie. De trésorerie tout de suite disponible et mobilisable. Et la fixation de la date de cessation des paiements, elle sert à quoi? Elle sert à caler ce que Valentine définissait comme la période suspecte, et ce qui est défini d'ailleurs dans le code comme la période suspecte. Alors, en général, le tribunal, il va fixer cette date de cessation. C'est pas en général, c'est le tribunal, il fixe cette date de cessation des paiements dans le jugement qui va ouvrir soit la procédure de redressement, soit la procédure de liquidation judiciaire. Donc, il peut la déterminer de son propre chef en fonction des indices qu'il va posséder. Il peut la déterminer, en général, ils le font parfois au jour du jugement d'ouverture, c'est-à-dire qu'ils vont dire « j'ouvre un redressement judiciaire le 5 mai » et j'estime que la société est en cessation des paiements depuis le 5 mai 2021, au regard des éléments qui ont été fournis, par exemple, dans votre dépôt de bilan, de vos bilans comptables, de votre état passif et actif fourni, de votre grand livre comptable. Mais en général, il utilise des indices pour fixer la date de cessation des paiements. Donc, ça va être soit la date de déclaration de cessation des paiements, qui en général est une quinzaine de jours avant le jugement qui va ouvrir la procédure. Donc, vous déposez votre dépôt de bilan au tribunal. Et le temps que tout ça soit audiencé, qu'une audience soit fixée, qu'elle ait lieu, et qu'un délibéré, qui est en général rendu tout de suite, soit rendu, vous avez la cessation des paiements qui va être fixée au jour où vous avez déposé votre dépôt de bilan au tribunal. Il y a d'autres indices et en pratique, les tribunaux le font souvent s'ils constatent qu'il existe des privilèges fiscaux ou sociaux parce qu'il y a eu des impayés au niveau de l'URSSAF ou du fisc. L'URSSAF et le fisc disposent de privilèges compte tenu de leur qualité de créancier public qui peuvent faire inscrire sur votre entreprise. Et ces privilèges, ils sont retranscrits dans ce qui s'appelle un état des privilèges et nantissements, auquel a accès le tribunal et auquel vous pouvez accéder au greffe du tribunal de commerce. Si le tribunal il constate qu'il y a eu des privilèges fiscaux et sociaux qui, par exemple, ont été pris il y a 6 mois ou il y a 5 mois, en général, il va se dire, depuis cette date-là, l'URSSAF n'est pas payée, ou alors une part de l'URSSAF n'est pas payée, ou une partie des créances fiscales ne sont pas payées. Donc, je considère que depuis cette date-là, l'entreprise n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, puisqu'elle n'est pas en mesure de régler ses créanciers les plus importants, en quelque sorte, les créanciers étatiques. Donc, c'est là qu'ils vont faire remonter la date de cessation des paiements, puisque c'est la première trace des difficultés de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette date de cessation des paiements, on peut la faire remonter
assez loin dans le temps, puisque si un jugement a lieu, par exemple, le 5 mai 2021, le tribunal peut aller jusqu'à considérer que la cessation des paiements, elle est intervenue 18 mois avant ce jugement. Donc là, ça nous ramène en 2019, à fin 2019, il peut estimer que depuis fin 2019, l'entreprise est en cessation des paiements. Il peut la faire reporter jusqu'à 18 mois. Alors, pourquoi il fait ça? C'est parce que cette date de cessation des paiements, en fait, ça permet de fixer ce qui est les nullités de la période suspecte. Ça permet déjà d'établir la durée de la période suspecte, c'est-à-dire jusqu'où remonte. Si, par exemple, votre date de cessation des paiements elle remonte 15 jours avant, entre votre date de cessation des paiements et votre jugement d'ouverture, vous aurez une période suspecte de 15 jours. Mais si ça remonte à 18 mois, cette période suspecte peut être de 18 mois. Et cette période suspecte, elle a son importance, puisqu'en fait, c'est la période où effectivement, l'entreprise a été en difficulté, mais n'était pas sous l'égide du tribunal. Donc, c'est une période où il a pu se passer des choses que l'on peut qualifier de suspectes, ou en tout cas qui peuvent être remises en cause par le tribunal une fois qu'il est saisi du dossier, en fait. Il peut estimer que dans cette période de difficulté, en fait, le tribunal va remettre en cause des actes parce qu'il y a eu des actes qui n'ont pas été normaux compte tenu des difficultés que traversait l'entreprise. Ainsi, il y a des actes qui seront annulés de plein droit par le tribunal s'il constate qu'ils ont été accomplis en période suspecte. Et y compris si la personne en face qui a conclu avec l'entreprise ne savait pas que l'entreprise était en difficulté ou en cessation des paiements. C'est par exemple des actes sans contrepartie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entreprise en difficulté, ça veut dire que pendant la période suspecte, elle s'est en quelque sorte défaite de ses actifs sans aucune contrepartie. C'est effectivement à remettre en cause pour le tribunal, puisque finalement, on appauvrit l'entreprise au détriment de ses créanciers. Alors, c'est remis en cause de plein droit par le tribunal. De la même manière, si l'entreprise, elle conclut des contrats qui sont déséquilibrés, dans lesquels, en fait, ses obligations, elles sont manifestement beaucoup plus importantes que celles de l'autre partie. C'est un contrat, en fait, que l'entreprise a conclu, par exemple, parce qu'elle avait le couteau sous la gorge. Ça peut être remis en cause de plein droit s'il est estimé que ce contrat est déséquilibré. De même si c'est des paiements de dettes non échues, c'est-à-dire en fait si l'entreprise est en difficulté avant que le jugement soit ouvert, pendant la période suspecte, en fait, a payé des créanciers par faveur à d'autres. Ça, c'est un principe qui est celui des procédures collectives, qui est celui de l'égalité des créanciers. En fait, en faisant ça, l'entreprise elle a favorisé un créancier plutôt qu'un autre, alors qu'il avait des dettes qui ne lui étaient pas dues, mais elle a décidé de le payer quand même en amont, en avance. Ça peut être remis en cause de plein droit, c'est-à-dire que le tribunal n'a pas de marge d'appréciation. S'il constate que ça a été le cas, il remet ça en cause et il l'annule. Il annule ce paiement. De la même manière, si c'est des modes de paiement anormaux, c'est-à-dire qui ne sont pas ceux auxquels fait habituellement usage l'entreprise. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être remises en cause de plein droit par le tribunal dans le cadre de la période suspecte, et des choses qui peuvent être remises en cause de façon facultative par le tribunal, c'est-à-dire qu'il a une marge d'appréciation. Par exemple, s'il est estimé que le co-contractant, donc avec lequel l'entreprise a conclu un contrat, savait cette entreprise en cessation des paiements, l'entreprise peut, si le tribunal peut estimer que cet acte doit être remis en cause et donc annulé. Et comme un dessin vaut mille mots, je vais vous mettre ce schéma à l'écran qui vous permet de mieux comprendre ce qu'est la période suspecte et à quoi ça sert. Donc, vous voyez là en bleu, la période suspecte, c'est antérieur au jugement d'ouverture qui se situe entre la période suspecte et la période d'observation. Et durant toute cette période, qui peut donc durer 18 mois, le tribunal en fait, a une grande possibilité d'annuler de très nombreux actes et notamment de voir en fait, ce qui a été fait par l'entreprise alors qu'elle rentrait dans les difficultés. C'est vraiment dans ce cadre-là que tout va être remis en cause. Et voilà, elle précède en fait ce qui s'appelle la période d'observation et qui a été définie par ma consoeur juste avant. Voilà ce que je peux vous dire sur la période suspecte, c'est qu'en fait, en synthèse, il faut être très vigilant sur ce que vous faites avant de déposer le bilan. Si vous êtes dans une situation où vous allez déposer le bilan, il y a de nombreux actes que vous pouvez faire. Ne favorisez pas un créancier au détriment d'un autre. Alors, bien évidemment, il y a des créanciers qui peuvent être stratégiques
et pour lesquels c'est important d'avoir de bonnes relations pour que votre entreprise, comment dire, soit toujours en vie. Mais soyez vigilants, faites-vous accompagner dans ces périodes-là pour vérifier que les actes que vous avez accomplis, en fait, ne rentrent pas dans le cadre des nullités de la période suspecte, puisque, in fine, ce que vous faites avant de déposer le bilan pourrait être annulé dès lors que vous avez ouvert, en fait, que la procédure collective est ouverte. Donc, c'est vraiment un coup près qui est important, hein, et qu'il faut avoir en tête quand vous faites face au tribunal dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, c'est que tout ce que vous avez fait avant peut être remis en cause. C'est donc essayer de faire l'inventaire de ce que vous avez fait comme acte avant pour voir si ça peut tomber dans ce cadre-là. Voyez ça notamment, essayez de vous faire conseiller par un avocat si vous le pouvez ou déjà avec votre comptable. Mais c'est important de savoir ce qui a pu être fait pour éviter qu'il y ait des remises en cause complètes de choses qui peuvent être très, très importantes pour l'entreprise à ce moment-là de ces difficultés. Et il y a un élément que je n'ai pas évoqué, c'est que la cessation des paiements, techniquement, elle doit être faite dans un délai de 45 jours. Enfin, la déclaration de cessation des paiements, elle doit être faite dans un délai de 45 jours maximum à compter de la date où l'entreprise en a connaissance. Sans quoi, vous vous exposez en fait concrètement à des sanctions à la fin de la procédure collective, au terme de la procédure collective, sur lesquelles ma consoeur Valentine va revenir beaucoup plus en détail. Mais il faut être également vigilant sur ce point-là, c'est que si vous constatez que vous êtes en cessation des paiements, n'attendez pas trop, puisque si vous l'êtes depuis plus de 45 jours, si vous êtes en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, au moment où vous procédez à votre dépôt de bilan, vous vous exposez in fine à des sanctions par le tribunal, hein, qui a encore une marge d'appréciation, mais par les textes, vous risquez des sanctions, à savoir, ça peut être la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer, par exemple, parce qu'en fait, vous avez procédé trop tardivement au dépôt de votre déclaration de cessation des paiements. Donc, la cessation des paiements, il y a deux choses que j'espère vous allez retenir à l'issue de ma brève intervention. C'est que, c'est ce qui permet de déterminer où commence la période suspecte, la date de cessation des paiements qui va être fixée par le tribunal. D'accord, sachant que cette date, elle peut être arrêtée au jour du jugement par le tribunal, peut être arrêtée 15 jours avant le jugement, jusqu'à 18 mois avant le jugement qui ouvre la procédure. Et il peut y avoir des audiences, hein, il peut y avoir, vous pouvez passer en redressement le 5 mai, par exemple, 2021. Le tribunal détermine que c'est au 5 mai qu'est fixée votre cessation des paiements. Puis ultérieurement, une fois la période d'observation ouverte, le tribunal se rend compte qu'il y a des éléments qui permettent de constater qu'en fait, votre période de votre cessation des paiements était bien antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Et il peut donc décider de faire remonter cette date bien ultérieurement, donc jusqu'à 18 mois auparavant, et remettre en cause tous ces éléments, tout un tas d'actes que vous avez pu accomplir donc pendant 1 an et demi avant d'être en procédure collective. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête quand vous êtes face au tribunal, c'est que vous allez être passé au crible par le tribunal qui va essayer de déterminer si vous n'avez pas porté atteinte en fait au grand principe des procédures collectives, un des grands principes notamment, qui est la légalité des créanciers et finalement la protection des créanciers si vous n'avez pas vidé l'entreprise de sa substance ou s'il n'y a pas eu des actes qui peuvent être estimés comme anormaux. Donc ça, c'est le premier point que j'espère vous retiendrez. Et le second point, c'est cette notion de 45 jours. C'est qu'il ne faut pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours quand vous déposez le bilan, quand vous allez en liquidation judiciaire ou quand vous allez en redressement judiciaire, parce que à ce moment-là, le dirigeant ou les dirigeants de l'entreprise s'exposent au final à se faire sanctionner par le tribunal à des sanctions qui sont, donc, comme je vous disais, l'interdiction de gérer ou la faillite personnelle, qui peuvent être assez handicapantes après dans la vie des affaires. Voilà ce que je peux vous dire sur la cessation des paiements, mais gardez vraiment aussi en tête que c'est une notion de trésorerie, hein, c'est de la trésorerie immédiatement disponible. C'est ce que je peux décaisser aujourd'hui, ce n'est pas les créances que je peux recouvrer ou l'immeuble que je peux céder pour recouvrer mes créances ou l'actif sur lequel je suis assis, mais qui finalement n'est pas du tout liquide,
que je ne peux pas céder sous quelques jours, ça vous met en cessation des paiements, même si vous n'êtes pas comptablement insolvable. D'un point de vue juridique, vous êtes en cessation des paiements. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la cessation des paiements, qui est la notion qui détermine l'ouverture de la procédure collective. Et une fois que cette procédure est ouverte, maintenant, on va vous évoquer un petit peu le déroulement de cette procédure à très grands traits, hein, bien sûr, hein, puisque le temps est limité. Et vous parlez un petit peu, Valentine va vous parler un petit peu de ce qui se passe une fois que vous êtes donc dans cette période d'observation, ici en noir, et ce qui se passe, quel est le régime des différents contentieux. Merci, Jérôme. Alors, effectivement, on a évoqué tout à l'heure la procédure de vérification des créances. Hein. Donc, comme je l'ai dit, les créanciers vont déclarer leurs créances au passif de la société en procédure collective. Ils ont 2 mois pour le faire, 2 mois à compter d'un événement qui est plutôt confidentiel pour le grand public, pas pour les juristes, c'est la publication au BODAC. Alors le BODAC, c'est ce qu'on appelle un journal d'annonce légale, c'est un journal très officiel qui publie donc des informations à destination d'un public alors, à la fois informé, hein, comme par exemple les banques et les assurances, mais aussi tout le monde. Donc on peut trouver cette information sur un internet, il n'y a absolument aucune difficulté. Vous tapez bodac.fr, vous tapez le numéro RCS de l'entreprise qui est concernée et vous allez avoir toutes les publications au BODAC. Il faut savoir aussi que le mandataire judiciaire ou liquidateur, en fonction du type de procédure, a l'obligation d'avertir les créanciers que le débiteur lui a signalé d'avoir à déclarer leurs créances dans ce délai de 2 mois. Donc, un créancier d'une société en procédure collective peut recevoir une lettre d'un liquidateur ou d'un mandataire judiciaire lui disant la société Intel dit que vous avez une créance sur elle, est-ce que c'est bien le cas? Et donc, vous êtes invité à le confirmer. Donc, déclaration de créance qui est faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on déclare le montant de la créance, on déclare éventuellement si elle est assortie de ce qu'on appelle une sûreté, et on joint les justificatifs à la déclaration de créance. Il arrive que l'entreprise, le créancier ne soit pas averti ou rate l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance. Si elle ne l'a pas fait exprès, c'est-à-dire que soit le débiteur, l'entreprise en difficulté, ne l'a pas signalé comme créancier, soit vraiment pour des raisons qui lui sont propres, elle n'a pas pu avoir l'avertissement du mandataire ou du liquidateur, elle a la possibilité de demander à être ce qu'on appelle relevée de la forclusion, c'est-à-dire qu'elle demande à pouvoir déclarer sa créance au-delà du délai de 2 mois. Mais elle doit demander à être relevée de la forclusion dans un délai de 6 mois, toujours à compter de la publication de l'ouverture de la procédure au BODAC. Et qui est compétent pour statuer sur cette demande? Eh bien, c'est le juge dont je vous ai parlé tout à l'heure, le juge commissaire. Alors, il y a des petites subtilités, par exemple pour les créanciers qui bénéficient d'une sûreté publiée, hein, il y a des sûretés qui font l'objet d'une publication officielle, ou bien qui sont liées au débiteur par un contrat lui aussi publié, par exemple le crédit bail. Le délai de 2 mois, le délai n'est pas forcément posable. Jérôme, est-ce que tu m'entends? Oui. Parce que là, moi, j'ai été complètement… Dis-moi. Là, je suis complètement sortie de Zoom et je n'ai plus la présentation sous les yeux. Là, j'ai la page d'accueil de Zoom, tout simplement. D'accord, parce que nous, on te voit toujours. Bon, pas de souci, je vais… Peut-être déconnecte-toi et reconnecte-toi. Je pense que tu pourrais le faire, je ne sais pas. Oui. Nous, on te voit et on t'entend, mais… Bon, il y a un souci avec l'affichage de Zoom. C'est pas très grave. Je vais continuer parce que j'ai la présentation sous les yeux. Donc, à la limite, je vais continuer. Donc, je suis toujours sur la slide 18. Donc, pour expliquer que ce délai ne court pas. Et
Et donc, j'en étais voilà, sur le relevé de forclusion. Je vais passer à la diapositive 19. Donc, maintenant, je vais vous expliquer plus en détail, puisqu'on a parlé tout à l'heure du redressement judiciaire, ce qu'est une liquidation judiciaire. Hein. Donc, je vous l'ai dit aussi également tout à l'heure, l'objectif, c'est de réaliser l'actif du débiteur afin d'apurer au maximum le passif. C'est ouvert à toute personne un état de cessation des paiements dans le redressement est manifestement impossible. Comment? Sur déclaration du débiteur, sur assignation d'un créancier ou à la demande du procureur. L'issue de la procédure est assez importante. Donc, c'est soit une clôture pour insuffisance d'actifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à recouvrer assez d'actifs pour désintéresser l'ensemble des créanciers à 100%. Donc, ça, c'est clôture pour insuffisance d'actifs. Et ça permet, sous certaines conditions que j'évoquerai tout à l'heure, les créanciers peuvent retrouver un droit de poursuite individuelle à l'encontre du dirigeant. Voilà, dans ce cas-là, ou une clôture par extinction du passif, c'est très rare, mais ça peut arriver, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir suffisamment d'actifs pour désintéresser l'ensemble des créanciers. Je passe à la diapositive 20, liquidation judiciaire et faits. Alors, les faits, c'est l'arrêt des poursuites et la cessation de toute activité, sauf si le tribunal ordonne une poursuite exceptionnelle. Ça, en général, c'est pour pouvoir mieux vendre l'entreprise. Mais l'arrêt des poursuites, ça veut simplement dire que l'ensemble des créanciers arrêtent de poursuivre le recouvrement de leurs créances. Hein. Ils n'ont plus le droit d'assigner, ils n'ont plus le droit de prendre des mesures d'exécution, par exemple de saisir les biens de l'entreprise, et ils n'ont plus le droit d'inscrire des sûretés. S'il y a des salariés, ils sont licenciés dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, sauf s'il y a un plan de sauvegarde de l'emploi qui est envisagé. Le délai est porté à 21 jours. Ce délai est extrêmement important parce que s'il n'est pas respecté, les salariés ne pourront pas bénéficier de la garantie des salaires, c'est-à-dire de l'AGS, l'association de garantie donc, des salaires. Hein. Toute entreprise cotise à ce fonds de garantie qui permet, lorsqu'il y a une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire, de faire ce qu'on appelle l'avance des salaires, c'est-à-dire qu'elle paye les salaires pour le compte de l'entreprise. Et si, dans le cadre du redressement ou de la liquidation, on a des fonds, ceux-ci sont affectés en priorité au remboursement de ce fonds. Et ensuite, il y a dessaisissement du débiteur. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas le cas en redressement judiciaire ou en sauvegarde. Le dessaisissement du débiteur, ça veut dire qu'il n'a plus le droit de rien faire juridiquement pour le compte de son entreprise. Il n'a plus le droit de signer de contrat, il n'a plus le droit de donner en gage, il n'a même plus le droit de toucher aux biens de l'entreprise. Il est entièrement dessaisi de la gestion de son entreprise. Je passe à la liquidation judiciaire simplifiée. Donc, c'est pour les petites entreprises et elle est très intéressante. Elle s'applique à des entreprises qui n'ont pas de biens immobiliers, qui ont 5 salariés au maximum et moins de 750 000 € de chiffre d'affaires. Et les avantages sont que la durée est beaucoup plus courte. La clôture intervient en principe dans les 6 mois après l'ouverture de la procédure. 1 an si on a un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 300 000 € et un salarié d'au moins 1. Et c'est une procédure allégée, c'est surtout pour ça que ça va beaucoup plus vite. On a une vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois. On n'a même pas forcément besoin de l'autorisation du juge commissaire. S'il y a une difficulté qu'on ne peut pas clôturer dans le délai de 6 mois ou 1 an, à ce moment-là, il faut repasser sur une liquidation judiciaire classique. Je passe à la diapositive 22, qui est le rétablissement professionnel. Le rétablissement professionnel, c'est une procédure dont on n'entend pas beaucoup parler et qui pourtant présente beaucoup d'intérêt, notamment pour les personnes physiques, puisqu'elle est ouverte à ces personnes physiques, donc elle n'est pas ouverte à des sociétés. Elle est ouverte à une personne physique qui est en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, comme la liquidation judiciaire, à condition qu'il n'y ait pas d'instance prud'homale en cours, donc que les salariés n'aient pas contesté ou n'aient pas saisi le conseil des prud'hommes, et qu'il n'y ait pas de salariés dans l'entreprise dans les 6 derniers mois avant donc, la demande de rétablissement professionnel. L'actif doit être inférieur à 15 000 €. Alors, c'est un point à signaler car c'est spécifique à la période actuelle, la crise sanitaire.
En temps normal, l'actif doit être inférieur à 5 000 €. En ce moment, on demande un actif inférieur à 15 000 €, donc ça étend le champ d'application de ce rétablissement professionnel et je dois avouer qu'il faut vraiment s'en saisir si on est dans ces cas-là, parce que c'est une procédure d'autant plus intéressante que… alors, pardon, je vous dirai pourquoi tout à l'heure elle est intéressante. Donc, il faut aussi, dans les critères, qu'il n'y ait pas de cessation d'activité depuis plus d'1 an et qu'il n'y ait pas eu de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ou de rétablissement professionnel dans les 5 ans précédant la demande. Parce qu'il y a une présomption dans ce cas-là que voilà, le débiteur n'est pas forcément tout à fait de bonne foi ou en tout cas n'est pas très compétent. Alors, comment on demande une procédure de rétablissement professionnel comme pour une liquidation judiciaire, mais c'est exclusivement à l'initiative du débiteur, donc c'est intéressant puisque là, les créanciers ne peuvent pas demander un rétablissement professionnel. C'est très, très, très rapide. C'est 4 mois, sans possibilité de prorogation. Il y a un professionnel qui est nommé, mais pas forcément un administrateur ou un liquidateur, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un huissier, un commissaire-priseur, voilà, pour effectuer une enquête. C'est une simple enquête sur le montant du passif et la valeur des actifs. Alors, en revanche, il n'y a pas de suspension des poursuites, sauf autorisation du président du tribunal. Ça veut dire que le débiteur peut continuer à être enquiquiné par les créanciers qui vont essayer de saisir tel bien, de l'assigner en justice. Mais sur 4 mois, c'est quand même très marginal. Il n'y a pas de dessaisissement du débiteur, donc ça c'est intéressant, le débiteur reste à la tête de ses affaires, hein, il a le droit de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et la clôture, alors sauf quelques exceptions très détaillées mais très spécifiques aussi, la clôture provoque l'effacement de toutes les dettes. C'est-à-dire qu'on repart à zéro, tableau vierge. Voilà l'intérêt de vérifier qu'on n'est pas dans les critères donc, pour demander un rétablissement professionnel et si on l'est, de s'orienter, à mon sens, plus vers un rétablissement professionnel que sur une liquidation judiciaire. Je vous ai parlé ensuite, je voulais vous parler de ce qu'on appelle, d'une manière générique, les sanctions. Alors, ça peut être anxiogène, vous allez voir. Il y a un certain nombre de conditions, puis je vais vous expliquer quels sont ces effets. Mais si je veux aborder ce point, c'est au contraire pour vous rassurer, hein, pour minimiser l'importance de ces sanctions. On s'en fait toute une idée. Et c'est souvent un frein à aller chercher une mesure de prévention dont parlait Jérôme tout à l'heure, ou véritablement ce qui conduit à avoir une forme de suspicion ou d'appréhension de ce qu'on appelle les procédures collectives. Et donc, l'objet de mon propos est vraiment de vous rassurer. Alors, même si vous allez voir, je l'ai dit, c'est anxiogène, pour terminer, je vous dirai un peu pourquoi il ne faut pas en avoir peur. Le comblement de l'insuffisance d'actifs. Alors, comblement de l'insuffisance d'actifs, c'est ce qu'on appelle une sanction financière, parce que l'objet, c'est de mettre à la charge du dirigeant, donc, personne morale, hein, pas personne physique, parce que quand une personne physique est en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, son patrimoine est déjà entièrement absorbé par la procédure. Là, c'est de mettre à la charge du dirigeant d'une personne morale tout ou partie de l'insuffisance d'actifs. Alors, l'insuffisance d'actifs, c'est quoi? On regarde l'actif réalisé par le mandataire ou le liquidateur, on regarde le passif, on fait passif moins actif et il reste quelque chose. C'est l'insuffisance d'actifs. Donc, ça concerne les dirigeants de droit ou de fait, c'est-à-dire celui qui n'est pas inscrit au RCS comme dirigeant, mais qui en réalité est l'animateur de la société, celui qui fait les chèques, c'est lui qui traite avec les fournisseurs. Donc, ça peut être le dirigeant de droit ou de fait. Ne pas croire que ne pas être dirigeant donc, vous met à l'abri d'une sanction. Ça, c'est un point très important. Mais ne pas croire non plus que quand on est dirigeant de droit, on peut s'exonérer parce qu'il y a un dirigeant de fait. Les tribunaux sont très constants là-dessus. Si vous êtes dirigeant de droit, votre premier devoir, c'est de ne pas laisser faire quelqu'un d'autre, c'est de ne pas laisser quelqu'un d'autre diriger la société parce qu'à ce moment-là, vous êtes tout aussi responsable que lui. Donc, pour mettre à la charge d'un dirigeant une partie de l'insuffisance d'actifs, eh bien, il faut une faute de gestion. Alors, la faute de gestion, c'est extrêmement vague. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, de systématiquement oublier de remplir ses déclarations à l'URSSAF. Ça peut être d'avoir fait des dépenses très inconsidéré, hein. Quand je dis très inconsidéré, je ne sais pas, on peut imaginer que vous avez acheté un bateau pour votre société, alors que la société, c'est une toute petite entreprise. Une voiture en leasing, c'est ce qu'on voit souvent. Une belle voiture en leasing, on voit souvent ça. Exactement, une belle voiture en leasing, voilà, une très très belle voiture en leasing, alors qu'en réalité, vous exercez une activité de vente de livres, librairie, enfin bon, voilà. Donc, il faut simplement savoir, et ça je tiens à le souligner, que la faute de gestion, c'est une faute de gestion presque intentionnelle. Si c'est une simple négligence,
bon, vous ne l'avez pas fait exprès, vous n'avez pas fait attention, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas venir vous demander de combler cette insuffisance d'actifs. Et il faut que cette faute, en plus, ait contribué à l'insuffisance d'actifs. Si vous avez oublié une formalité, mais que vous n'avez pas de pénalité derrière, il n'y a pas de conséquences financières, il n'y a pas de contribution à l'insuffisance d'actifs. Donc, vous voyez que les critères sont quand même vraiment très, 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 très spécifiques, très restreints, et qu'en plus, on a cette nouvelle notion qui a été introduite il y a quelques années, de simple négligence qui est exonératoire. Et ce qui fait que du coup, on appréhende vraiment que les dirigeants qui sont à la limite de la malhonnêteté, alors pas forcément nécessairement malhonnêtes, parce que là on va voir, il y a un autre type de sanction, mais enfin qui sont à la limite de la malhonnêteté ou qui sont vraiment tellement, tellement mauvais que ça confine à la malhonnêteté. Donc, je passe à la diapositive 25. Alors, il y a ce qu'on appelle les sanctions. Nous, on est des juristes, donc quand je vous parle du comblement d'insuffisance d'actifs, c'est pas pour nous une sanction, c'est une responsabilité. Mais dans la parole classique, en droit usuel, en langage commun, on va vous parler de sanctions de manière générale. Bon. Nous, juristes, quand on parle de sanctions, on vous parle de ce qu'on appelle les sanctions d'une part civiles et les sanctions pénales. Les sanctions civiles, c'est interdiction de gérer ou une faillite personnelle. En fait, c'est une gradation, interdiction de gérer ou faillite personnelle. Interdiction de gérer, on vous interdit de gérer toute entreprise. Je schématise. La faillite personnelle, non seulement c'est ça, mais en plus, vous avez une déchéance de certains droits, de certains droits civiques. Et lorsqu'on prononce une faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant, à ce moment-là, je vous en parlais tout à l'heure, les créanciers peuvent recouvrer le droit de poursuite individuelle à l'encontre de ce dirigeant. Alors, ces sanctions, elles s'appliquent à personnes physiques et personnes morales. C'est maximum 15 ans. C'est quand même limité dans le temps. Et en général, les tribunaux disent 15-10 ans. Et il faut savoir qu'on peut demander, si on gère une autre entreprise, plutôt de type familial, il peut savoir qu'on peut demander à ce que cette entreprise-là soit exclue de ces sanctions civiles. Alors, les sanctions civiles sont très encadrées. Là aussi, c'est une garantie. Ce sont des faits qui sont limitativement énumérés par le Code de commerce. Alors, c'est par exemple avoir employé des moyens ruineux pour poursuivre la liquidation judiciaire, poursuivre l'activité, avoir utilisé les biens ou le crédit de l'entreprise comme des siens propres. On ne confond pas le patrimoine de son entreprise avec le sien. Voilà, il y a un certain nombre de faits qui sont énumérés par le Code de commerce, mais voilà, si vous n'avez pas fait entre guillemets autre chose, on ne peut pas prononcer de sanctions contre vous. Et vous avez, Jérôme l'a dit tout à l'heure, cette obligation de déclarer la cessation des paiements dans un délai de 45 jours. Et là, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, on peut prononcer, alors pas une faillite personnelle, mais une interdiction de gérer à votre encontre. Mais il faut, donc il y a un tempérament, un élément intentionnel. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que vous êtes en état de cessation des paiements. Si vous ne le savez pas, eh bien, on ne peut pas vous le reprocher. Attention, quand je dis si vous ne le savez pas, ce n'est pas vous l'avez ignoré ou vous n'avez pas fait attention. Il est de votre devoir, de votre responsabilité de dirigeant de vérifier très régulièrement que vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. Mais voilà, il y a aussi des éléments qui doivent vous alerter, comme par exemple le fait d'avoir une très grosse créance sur ça, vous savez que vous n'allez pas pouvoir la payer. Là, vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ». En revanche, il y a quelques situations dans lesquelles, effectivement, on ne s'aperçoit pas forcément qu'on est en état de cessation des paiements. Et dans ce cas-là, on ne peut pas venir vous reprocher de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements. Et puis enfin, les sanctions pénales. Alors là, c'est vraiment pour les malhonnêtes, c'est vraiment pour les très très malhonnêtes. J'ai cité principalement la banqueroute, il y en a d'autres, comme par exemple revendre des biens que vous n'avez pas le droit de vendre au terme d'un plan de cession. Enfin bon, c'est plus anecdotique. Principalement la banqueroute. La banqueroute, donc, comme toute sanction pénale intentionnelle, donc il faut une faute intentionnelle, il faut avoir conscience de commettre un fait répréhensible, il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Et les faits concernés, c'est le maintien artificiel de l'activité, alors soit employer des moyens ruineux pour poursuivre l'activité, ou la constituer de manière fictive.
Le détournement ou la dissimulation d'actifs, attention, ce qui appartient à l'entreprise est à l'entreprise. Hein, le dirigeant qui essaierait, alors on parlait tout à l'heure d'une voiture, ben voilà, le dirigeant qui vendrait sa voiture à son fils ou qui la garerait à un endroit où on ne peut pas la retrouver, eh bien c'est une dissimulation d'actifs et donc ça c'est pénalement répréhensible. Augmentation frauduleuse de passifs, donc créer des dettes artificielles, se mettre d'accord de connivence avec un tiers pour créer un faux passif. Voilà, ça, c'est également répréhensible. Et puis, très, très, très important, on ne pense pas assez, je crois qu'on ne le dit pas assez quand on crée une entreprise, comptabilité omise ou fictive ou incomplète ou irrégulière. Il est très important lorsqu'on est dirigeant de tenir une comptabilité à jour et au jour le jour. Parce que c'est, alors là, pour le coup, je vous parlais de faute de gestion tout à l'heure, ne pas suivre sa comptabilité, et je parle bien de comptabilité, pas seulement trésorerie, c'est une faute de gestion très, très classique. Ça, pour le coup, c'est vraiment la tarte à la crème et ça entraîne un certain nombre de comblements d'insuffisance d'actifs. Donc, vraiment, donc la comptabilité, elle doit exister. Elle doit exister de manière très régulière. Elle ne doit pas être fictive. Hein, on dit qu'elle existe, mais elle n'existe pas. Elle ne doit pas être incomplète. Donc, tous les livres comptables doivent être tenus, hein, et elle doit être tenue, comme je vous le disais, très régulièrement. Et évidemment, elle doit être régulière. Hein. Ce ne doit pas être une comptabilité qui a été modifiée ou qui est fausse. Hein, parce que là, on est vraiment dans le délit caractéristique de la banque. Donc, pour en terminer, je voulais aborder ces sanctions pour que vous voyez que c'est quand même assez rare hein, de tomber dans les faits qui relèvent donc de la responsabilité pour insuffisance d'actifs ou des sanctions civiles ou des sanctions pénales. Il faut vraiment être très mauvais dirigeant ou être à la limite de la malhonnêteté ou à la malhonnêteté dépassée pour les sanctions pénales. Et j'en terminerai sur une réflexion personnelle qui est aussi de dire qu'en ce moment, on est dans une crise sanitaire et que je pense, enfin en tout cas, j'espérerais que les tribunaux vont être plus magnanimes et vont regarder avec une certaine bienveillance les dirigeants malchanceux et peut-être, voilà, pas forcément de mauvaise foi, mais qui sont des dirigeants, disons, relativement incompétents. Et bien dans cette période, j'ose espérer que voilà, les tribunaux feront preuve de bienveillance et qu'il y a encore moins de raisons de s'inquiéter des sanctions. Oui, tout à fait. Je me permets de rebondir. Hein. Sachez que peut-être que vous ne le savez pas, mais les juges des tribunaux de commerce, ce sont d'anciens commerçants. Donc, ils sont rompus à la vie des affaires comme à ces difficultés. Donc, notamment dans cette période de crise sanitaire, on ne va pas vous dire qu'ils feront preuve de mansuétude, mais en tout cas, c'est des gens qui savent comprendre les difficultés de l'entrepreneur. Donc, faut avoir ça en tête. Faut savoir qu'ils comprennent le langage des entrepreneurs et les difficultés que vous pouvez traverser, surtout en cette période. Voilà, je crois qu'on en a terminé pour notre présentation. Est-ce qu'on peut passer à une phase de questions, si vous le souhaitez, si vous avez éventuellement des interrogations à l'issue de cette présentation? Nous sommes bien évidemment preneurs de toutes vos questions et à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup Jérôme et Valentine pour cette présentation. Bien sûr, la présentation sera aussi partagée aux participants et participantes. On est un petit comité, du coup, même si les personnes qui sont là souhaitent même ouvrir leur micro pour poser les questions. Aussi, c'était très, très clair et du coup, il n'y a pas forcément des questions. Je ne suis pas sûre qu'il y a des questions. Moi, je peux juste peut-être remettre les liens pour les permanences du coup, qui ont lieu cet après-midi. Il y a encore quelques places qui restent disponibles. Je ne sais pas si entre-temps... faut pas être timide, on est un petit comité, du coup, il n'y a pas de problème à poser des questions s'il y avait quelques
chose qui n'était pas claire ou sur lequel vous souhaitez avoir plus de précision? Non, du coup, moi, j'aurais envie d'ajouter, comme je travaille pas mal avec les mandataires, que ce soit les administrateurs et les mandataires judiciaires, le thème de l'atelier étant quels sont mes droits quand le tribunal est saisi. Donc, quand le tribunal est saisi, vous allez, entre guillemets, déjà voir l'état de votre société. Les moyens de défense, c'est de démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements si c'est le cas. Donc, je rappelle bien que c'est une notion juridique, hein, donc il faut que vous voyez avec votre expert comptable, mais il faut aussi que vous voyez avec votre avocat, ou sinon, de toute façon, Jérôme vous a bien expliqué ce que c'est que l'état de cessation des paiements, ou vous voyez que votre entreprise est en état de cessation des paiements, et à ce moment-là, c'est à vous de voir si vous pensez qu'elle peut se redresser et de demander le redressement judiciaire. Ensuite, les mandataires qui vont être nommés, alors, c'est toujours pareil, on est dans un domaine qui relève du personnel. Donc, les relations peuvent être tendues. Hein, voilà, il y a des questions de personnes, on peut ne pas aimer son administrateur, son mandataire, parce qu'on ne l'a pas choisi, il peut ne pas vous aimer non plus, ça arrive, mais ils sont quand même normalement de votre côté. S'il n'y a pas de problème de grosse faute de gestion dont je viens de parler, ils ne sont pas là pour vous sanctionner, ils sont là pour redresser l'entreprise, pour faire en sorte, si vous avez des salariés, que tout se passe bien. Donc, vraiment, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est même si ça vous paraît difficile parce que vous ne les aimez pas, c'est de collaborer au maximum avec eux. Hein. Dites-vous que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire est votre allié. Et si au départ vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, essayez d'en faire votre allié parce que ce sera lui votre meilleur allié devant le tribunal. Voilà. Donc ne vous affrontez pas, ne partez pas à l'affrontement. Ils ont un métier qui est désagréable pour vous hein, parce qu'effectivement, ils viennent, ils vous dépossèdent de quelque chose, ils vous surveillent, ils sont dans la suspicion, mais parce que c'est leur métier. Hein. Dites-vous bien que ce n'est pas contre vous. C'est vraiment leur métier qui leur impose ça. Donc voilà, donc essayez d'apaiser les choses et de fluidifier tout ça et de les prendre comme un allié, de vous en faire un allié. Je sais pas, Jérôme, ici. Oui, non, effectivement, moi je vous dirais la même chose, et puis d'autant plus que c'est des gens qui sont expérimentés dans ce domaine-là, hein, qui ont des formations comptables et juridiques, qui ont vu passer beaucoup d'entreprises en difficulté, de toutes les tailles en général. Ça va de la très grosse entreprise à la petite société, et qui savent à peu près quels sont les indicateurs importants. Donc, s'ils vous questionnent, s'ils sont sur votre dos, si je puis me permettre, c'est qu'il y a des raisons, et c'est des gens qui ont quand même comme objectif, hein, qui ont des objectifs de la loi, de redresser l'entreprise lorsqu'elle n'est pas en liquidation judiciaire, puisque la poursuite d'activité, c'est un des objectifs des procédures collectives. Un des trois objectifs, hein, on a trois objectifs quand on est en procédure collective, c'est payer ses créanciers, sauvegarder l'emploi et poursuivre l'activité de l'entreprise. Et en général, il faut savoir que les deux premiers, il n'y a pas stricto sensu de gradation entre les trois, mais les deux premiers objectifs, la poursuite de l'activité et le maintien des emplois, en règle générale, sont des critères qui sont très fortement mis en avant hein, face au tribunal quand il y a des perspectives de poursuite d'activité et de maintien de l'emploi. Si vous arrivez à convaincre déjà l'administrateur judiciaire qui vous accompagne de tout ça, sachez bien qu'il en fera de même avec le tribunal et que c'est une voix assez écoutée du tribunal, ainsi que la vôtre, hein, bien évidemment, mais c'est des gens qui sont en contact fréquemment avec les tribunaux de commerce, donc ils savent, pour ainsi dire, leur parler. Et il faut avoir ce lien de confiance. Hein. C'est des gens extérieurs, mais qui ont en tête cet objectif de poursuivre votre activité. Bien évidemment, hein, s'il n'y a aucune perspective, ils ne vont pas non plus vous mentir, ils tiennent en règle générale des langages de vérité. Mais c'est leur rôle. C'est leur rôle et de vous aider lorsque vous êtes sous la protection du tribunal en redressement judiciaire. Et vous pouvez avoir recours à ces mêmes intervenants hein, dans les phases de prévention que je vous évoquais, que sont le mandat ad hoc et la conciliation. C'est soit des mandataires judiciaires, soit des administrateurs qui interviennent de la même manière et qui ont un petit peu le même rôle que d'expliquer votre situation au tribunal, que de négocier avec vos créanciers, de vous aider à préparer des cadres de négociation,
à trouver des sorties par le haut lorsqu'elles sont possibles. Faut avoir en tête qu'il y a des gens qui sont compétents, qui peuvent vous aider, et que c'est des aides qui sont là pour vous, même si parfois, c'est vrai que la pilule peut être difficile à avaler. Voilà ce que je peux vous dire de façon générale sur tout ça. Je ne sais pas si on m'entend, c'est bon? Oui. Bonjour. Voilà. Déjà, merci beaucoup. Et c'était très dense. J'avoue que du coup, c'était un peu compliqué d'avoir des questions, surtout que par rapport à nos structures, c'est à chaque fois très spécifique, très personnel. On n'a peut-être pas envie d'en parler. Mais du coup, je voulais savoir si c'était possible d'avoir un exemplaire de votre PowerPoint, histoire de pouvoir revenir sur toutes ces procédures, ces termes techniques et ces choses-là. C'est possible d'avoir le fichier du PowerPoint? Oui, je crois qu'il est prévu, non, qu'il soit communiqué. Oui, complètement. Il est prévu de vous partager le PowerPoint. Et juste pour rebondir aussi, si vous avez des questions confidentielles, si je peux me permettre, et du coup, absolument, ce n'est pas le cas de les poser à Nathalie. Je reviens de mettre dans le chat le lien pour s'inscrire aux permanences juridiques. Oui, c'est fait déjà, merci. Des rendez-vous du coup individuels et complètement confidentiels avec un avocat qui a été identifié en fonction des différentes thématiques, et du coup peut-être il pourra aussi ou elle pourra aussi répondre à vos questions plus précises. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions. Sinon, Thomas, n'hésite pas aussi à intervenir si besoin. Sinon, de mon côté, je pense que peut-être on peut conclure. Sauf s'il y a une dernière question. Ok, si Valentine et Jérôme, vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre, il n'y a aucun problème. Sinon, moi, je me permets juste une phrase de conclusion pour remercier vraiment Valentine et Jérôme pour leur intervention et leur explication aussi. On va vous mettre à disposition le PowerPoint et aussi l'enregistrement de cet atelier. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire aux permanences qui vont être aussi régulièrement mises en place une fois par mois, en coordination entre la CRES et le barreau de Paris, du coup pour répondre à toutes vos questions. Du coup, un grand merci à tous et à toutes pour votre participation sur l'atelier et aussi sur la plénière de ce matin. On espère vraiment que ces temps ont répondu à certains de vos questions et ont décortiqué un peu l'écosystème juridique. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et au plaisir de réchanger avec vous encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à toutes et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.